Les matinales de KPMG. Bonjour à tous. Aujourd'hui, mardi 7 décembre 2021, ravi de vous retrouver pour cette dernière matinale de l'année. Au micro, Laurent Chilet, Hélène Modicom. Bonjour Laurent. Bonjour Hélène, bonjour à tous. Les crises ont toujours été des terreaux propices à la fraude. La crise de la Covid-19 ne semble pas échapper à la règle. En effet, des études récentes le confirment avec la recrudescence des fraudes en 2020 et en 2021 et l'augmentation du coût moyen des fraudes. Les clignotants sont donc au rouge dans ce domaine au sein des entreprises. Quelles sont les bonnes pratiques observées dans la lutte antifraude? Comment mieux se prémunir à un moment où le statut des lanceurs d'alerte va être modifié en France? Nous répondrons à ces questions et à bien d'autres encore dans notre dossier du mois avec une experte du sujet, Stella Vitchenian, associée responsable de l'offre Global Assurance, risque, contrôle interne et conformité. Mais avant cela, Laurent, commençons tout de suite avec le journal de la rédaction. Le journal. Aujourd'hui, à la une de ce journal, dans l'actualité fiscale tout d'abord, le projet de loi de finances pour 2022 a été adopté en première lecture, mi-novembre, et la directive européenne sur le reporting fiscal public vient d'être publiée. Dans l'actualité comptable maintenant, l'ANC a mis à jour sa recommandation sur les engagements de retraite et un projet d'amendement à l'IAS 1 relatif à la présentation des dettes assorties de covenants a été publié. Dans l'actualité réglementaire, enfin, le rapport du Haut gouvernement d'entreprise est paru, tout comme celui de l'AMF sur le gouvernement d'entreprise et la rémunération des dirigeants. Une actualité comptable et financière donc très dense en cette fin d'année, sans oublier les principales publications que nous évoquerons à la fin de ce journal. Débutons avec l'actualité fiscale et le projet de loi de finances pour 2022 voté en première lecture, je le disais il y a un instant, mi-novembre. On sent bien, Laurent, qu'il s'agit d'un projet d'année électorale. En effet, nous avons déjà eu l'occasion de le dire sur ces ondes, ce projet de loi de finances 2022 contient surtout des mesures techniques. En tout cas, ce qui avait été promis a été respecté. Le crédit d'impôt recherche est sanctuarisé, du moins jusqu'à la prochaine loi de finances. La trajectoire de baisse de l'impôt sur les sociétés est confirmée. À compter du 1er janvier 2022, le taux d'IS sera bien de 25% pour toutes les sociétés. La baisse des impôts de production est également entérinée. À cela, il convient d'ajouter l'adoption de certaines dispositions de TVA, dont 3 au moins méritent l'attention. Premièrement, l'encaissement d'un acompte déclenchera, à compter du 1er janvier 2023, l'exigibilité de la TVA sur les livraisons de biens. Deuxièmement, les banques pourront désormais opter au coup par coup, opération par opération, pour la TVA. Et troisièmement, à compter du 1er janvier 2022, dès lors qu'une denrée est destinée à la fabrication d'un produit qui lui-même est propre à la consommation humaine, le taux de 5,5% s'appliquera. Y a-t-il une autre mesure significative de ce projet de loi de finances 2022 à porter à l'attention de nos auditeurs, Laurent ? Oui, un crédit pour coopération des organismes de recherche publique est instauré. Ce nouveau crédit d'impôt bénéficierait aux entreprises qui s'associent au financement des recherches menées par ces organismes dans le cadre d'un contrat de collaboration de recherche conclu entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025. Les dépenses engagées, dans la limite annuelle de 2 millions d'euros, ouvriraient droit à un crédit d'impôt de 40%, porté à 50% pour les PME au sens communautaire, imputable sur l'IS et éventuellement remboursable pour la fraction non utilisée, à l'expiration d'une période de 3 ans. Mais le processus législatif doit suivre son cours et le vote définitif de la loi de finances interviendrait, selon nos sources, le 17 décembre prochain. Après les fêtes, ces lois de finances seront donc analysées, décryptées dans une édition des fiscales diffusée le 6 janvier prochain. Toujours dans l'actualité fiscale, mais sur le plan international maintenant, la directive européenne sur le CBCR public est définitivement adoptée. Y a-t-il, Laurent, des changements par rapport aux discussions préalables ? Sur le fond, Hélène, ce texte ne change rien, mais dorénavant, le calendrier est inscrit dans le marbre. Les États membres ont 18 mois pour se conformer à compter de sa parution. Les mesures doivent s'appliquer 2 ans et demi après leur entrée en vigueur, soit au plus tard lors de l'exercice 2024, avec une première publication en 2025, sachant qu'une application anticipée est possible. Mais il faudra donc attendre la transposition française pour être définitivement fixée.
Et dans les grandes lignes, quelles informations seront communiquées dans ce reporting fiscal public ? Les entreprises dont le chiffre d'affaires consolidé dépassera 750 millions d'euros lors des 2 derniers exercices devront publier et rendre accessibles des informations sur l'IS dans chaque État membre et de façon consolidée dans les États tiers. Nous aurons bien entendu l'occasion d'en reparler plus précisément sur ces ondes. Poursuivons ce journal avec l'actualité comptable. Le normalisateur comptable international, l'IASB pour ne pas le citer, a publié il y a quelques jours un projet d'amendement à IAS 1 relatif à la présentation des dettes assorties de covenants, une présentation qui serait à faire en éléments courants ou non courants. Ce projet fait suite, Laurent, à des amendements publiés en 2020 déjà sur ce sujet. N'est-ce pas un peu étrange ? Oui, en fait, Hélène, cette nouvelle couche d'amendements vient en quelque sorte corriger les effets non désirés des amendements de 2020, étant rappelé qu'ils ne sont pas encore applicables. Par effet non désiré, je pense au fait que certaines dettes assorties de covenants, testées après la clôture, auraient pu être classées en dettes courantes à la clôture, même si les covenants s'avéraient respectés ensuite, ce qui n'était pas l'objectif recherché par l'IASB. Les dispositions de ce nouvel exposé sondage sont donc les suivantes. Il précise que les conditions post-clôture n'affectent pas le classement à la clôture. Il requiert aussi une présentation distincte au bilan des dettes assorties de telles conditions avec un libellé approprié, ainsi que des informations complémentaires en annexe, à savoir la description des conditions existantes, la situation au regard de ces conditions à la clôture et une information sur le fait que l'entité s'attende à remplir ou non les conditions à la date du test et de quelle manière. Et à quelle date ce futur amendement serait-il applicable ? Alors pour laisser aux entreprises le temps de s'organiser, l'IASB propose de différer l'application de tous ces amendements, ceux de 2020 et celui-ci, à partir du 1er janvier 2024 au plus tôt. Cette première application devrait s'effectuer de manière rétrospective. Et ce projet d'amendement est en consultation jusqu'au 21 mars 2022. J'en profite également pour signaler à nos auditeurs qu'un autre projet d'amendement a été publié fin novembre. Celui-ci porte sur les contrats d'affacturage inversés. Il propose de compléter les informations à fournir dans les normes IAS 7, tableau de flux de trésorerie, et IFRS 7, instruments financiers, pour mieux appréhender les effets de ces contrats. Continuons maintenant avec l'actualité comptable française. L'ANC a mis à jour sa recommandation sur les engagements de retraite. Oui, Hélène, cette mise à jour s'inscrit dans la lignée d'une décision de l'IFRIC relative à S19 et à certains régimes d'avantages postérieurs à l'emploi. Décision que nous avions déjà évoquée dans notre matinale d'octobre. Et donc, Laurent ? Et donc, l'ANC a constaté que certains régimes d'avantages postérieurs à l'emploi en vigueur en France, dont les indemnités de fin de carrière, entraient dans le champ d'application de la décision de l'IFRIC. Il s'agit des régimes à prestations définies, conditionnés à la présence du bénéficiaire au moment du départ en retraite, basés sur l'ancienneté et pour lesquels il existe des plafonds. Dans la mesure où le texte de sa recommandation est directement inspiré de l'IAS 19, l'autorité des normes comptables a décidé d'introduire un choix de méthode relative à la répartition des droits à prestation de ces régimes. Et plus précisément ? Plus précisément, les entreprises peuvent désormais choisir de répartir les droits de manière linéaire à partir soit de la date d'entrée du salarié, c'est-à-dire la méthode actuelle, soit à partir de la date à laquelle chaque année de service est retenue pour l'acquisition des droits, c'est-à-dire la date avant laquelle les services rendus par le salarié n'affectent ni le montant ni l'échéance des prestations. C'est la décision de l'IFRIC. Enfin, précisons que si l'entreprise opte pour une comptabilisation conforme à la décision de l'IFRIC, cela correspond à un changement de méthode comptable et que l'enregistrement s'effectue au 1er janvier de l'exercice au cours duquel ce changement a lieu, avec une information appropriée en annexe. Comme toujours. J'ajouterais qu'une application rétrospective de cette recommandation est possible aux exercices clos à compter du 30 juin 2021. Enfin, cette actualité comptable ne serait pas complète si on ne mentionnait pas l'adoption par l'Union européenne, le 19 novembre dernier, de la norme IFRS 17 relative aux contrats d'assurance, avec une application au plus tard lors des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023.
Poursuivons ce journal avec l'actualité réglementaire. Le Haut Comité du gouvernement d'entreprise, le fameux HCGE, organe qui assure notamment le suivi de l'application du code AFEP-MEDEF par les sociétés qui s'y réfèrent et qui propose des mises à jour du code en fonction de l'évolution des pratiques. Cet organe vient de publier l'édition 2021 de son rapport, le 8e du genre. Dans les grandes lignes, que faut-il en retenir, Laurent ? Ce rapport souligne que le degré de conformité aux dispositions de ce code progresse sur des sujets majeurs. En revanche, selon le HCGE, une recommandation du code reste encore trop peu suivie, à savoir la présence d'un administrateur représentant les salariés au sein du comité des rémunérations. Concernant le ratio d'équité, je le rappelle, indicateur instauré par la loi Pacte qui mesure les écarts entre la rémunération de chaque dirigeant et celle des salariés du groupe, le HCGE rappelle la nécessité de mentionner clairement le périmètre des entités prises en compte, d'expliquer les raisons du choix effectué et de s'assurer de la cohérence dans le temps du périmètre adopté. Restons encore dans l'actualité réglementaire. Comme tous les ans, l'AMF a publié le 2 décembre son rapport sur le gouvernement d'entreprise et la rémunération des dirigeants. Cette nouvelle édition comporte 3 parties, Laurent. Oui, Hélène. Une première partie consacrée à l'actualité et aux évolutions récentes en matière de gouvernance, dans laquelle il est rappelé l'attachement de l'AMF à l'effectivité de l'exercice de l'ensemble des droits des actionnaires en assemblée générale. L'enjeu d'avenir autour du développement du vote à distance en direct et des assemblées générales hybrides ou dématérialisées, l'amélioration de la mixité et de la diversité au sein des organes dirigeants, la prise en compte des questions ESG et enfin la publication d'une réponse ministérielle précisant le champ d'application du vote sur les rémunérations. Et qu'en est-il de la deuxième partie de l'étude ? La deuxième partie porte sur l'information donnée dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise, à savoir choix de la gouvernance, mesures pour assurer l'équilibre des pouvoirs entre la direction et le conseil, la prévention et la gestion des risques de conflit d'intérêts, et enfin, résolution climatique soumise aux actionnaires. L'autorité rappelle aussi 3 principes directeurs liés à l'ajustement des rémunérations des dirigeants. La politique de rémunération approuvée par les actionnaires doit être respectée et toute modification importante nécessite un nouveau vote de l'Assemblée générale. Les éventuels ajustements doivent rester exceptionnels, être justifiés et quantifiés et être communiqués le plus en amont possible. Et enfin, le lien entre rémunération et performance doit être préservé et les objectifs doivent rester exigeants. Enfin, la troisième partie de l'étude porte sur les informations fournies par les conseillers en vote. Avant de refermer ce journal, quelles sont les principales publications de ce mois de novembre, Laurent ? Je conseillerais à nos auditeurs de lire les recommandations de l'AMF pour la clôture 2021, dont nous avions commenté l'esprit dans notre matinale d'octobre, le traditionnel numéro d'IFRS en bref, et enfin, plus largement, je recommande à nos auditeurs, s'ils ne l'ont pas déjà fait, de suivre notre conférence Arrêter des comptes de KPMG, diffusée cette année encore en plusieurs épisodes. Des épisodes à visionner à votre guise et sans modération. Et pour ce faire, c'est très simple, inscrivez-vous sur kpmg.fr. Ce journal est maintenant terminé et je vous retrouve dans un instant avec notre invité. Le dossier du mois. Dans le cortège de conséquences engendrées par la crise Covid-19 figure la recrudescence des fraudes, qu'elles soient externes ou internes à l'entreprise. Des enquêtes récentes le confirment. 2 sociétés sur 3 déclarent avoir été victimes d'au moins une tentative de fraude en 2021 et 64% de 300 entreprises sondées disent avoir constaté plus de tentatives de fraude en 2020. Au-delà de la fréquence, le coût moyen de la fraude augmente également. Sans oublier qu'en cette fin d'année 2021, la directive européenne sur les lanceurs d'alerte sera transposée en France. Le 17 décembre prochain devrait être en effet publier la loi correspondante. C'est donc le bon moment de s'intéresser à la fraude en entreprise, d'analyser les raisons de sa recrudescence et surtout de proposer des solutions pour réduire ce risque autant que possible. Et c'est avec Stella Vicenian, associée de KPMG Audit et responsable de l'offre Global Assurance, risque, contrôle interne et conformité, que nous allons nous y atteler. Bonjour Stella. Bonjour Hélène, bonjour à tous. Stella, ma première question sera simple et directe. En quoi la crise actuelle crée-t-elle un terreau propice à la fraude ? Eh bien, toute crise crée un terrain propice à la fraude et celle-ci n'échappe pas à la règle.
En effet, la transformation des modes de travail, des systèmes d'information, des schémas d'affaires eux-mêmes augmente la vulnérabilité ou, à minima, catalyse les failles et approximations préexistantes du contrôle interne. Depuis 2020, de nombreuses entreprises ont été ébranlées financièrement et pour certaines, leurs résultats se sont brutalement dégradés. De plus, elles ont dû faire évoluer, voire transformer complètement leur activité, leur chaîne logistique, leurs modes opératoires qui se sont fortement digitalisés et parfois dans une relative urgence. Au cours de ces 2 années, des fraudes en tout genre ont été observées. Faux ordres de virement, intrusions, cyberattaques aux logiciels de rançon, usurpation d'identité, manipulation des signatures électroniques, etc., etc. Des fraudeurs toujours plus imaginatifs et des fraudes qui sont donc en forte augmentation, des fraudes externes. Mais au sein même des entreprises, la crise accentue aussi, c'est là le passage à l'acte frauduleux. Incontestablement. Si on se réfère au fameux triangle de la fraude, rendu célèbre par le criminologue américain Donald Cressey, 3 facteurs expliquent le passage à l'acte frauduleux. Le besoin ou la pression, l'opportunité, c'est-à-dire la perception d'une possibilité, et enfin la rationalisation, c'est-à-dire la possibilité de justifier son acte ou un sentiment d'injustice et d'inégalité. Et il est indéniable que la situation actuelle agit favorablement, si on peut dire, sur chaque angle du triangle. En outre, les difficultés économiques mettent une pression indéniable sur les négociations commerciales et l'atteinte des résultats financiers. Ce contexte peut non seulement inciter les salariés ou les dirigeants à biaiser la traduction comptable de la performance, mais aussi à arbitrer entre le coût des programmes antifraude et les moyens court terme à engager pour répondre d'un point de vue opérationnel au contexte de crise. Et d'ailleurs, selon l'étude réalisée par KPMG à partir des documents de référence 2020 des sociétés du CAC 40, ceci est également perspective dans la communication institutionnelle des groupes cotés. Oui, et le constat est assez net. Dans les documents de référence, ou URD si vous préférez, la moitié des sociétés du CAC 40 ont mis en évidence un lien explicite entre crise sanitaire et augmentation du risque de fraude, en particulier les risques cyber. Mais la crise actuelle n'est pas le seul facteur qui incite les entreprises à se préoccuper de plus en plus des programmes antifraude et à communiquer davantage sur ce sujet. Le cadre réglementaire y contribue également, avec bien sûr l'impulsion majeure de la loi Sapin 2 et de son volet anticorruption, qui est l'une des catégories de fraude. Logiquement, les groupes de notre panel communiquent le plus fréquemment à 75% sur cette famille de risques, corruption, blanchiment, devant les risques de détournement d'actifs, cybercriminalité, contrefaçon, vol, escroquerie à 45%, puis les risques de manipulation des états financiers, irrégularité, fraude fiscale à 32%. Et au sein de ces catégories, quels sont les risques les plus fréquemment évoqués ? La corruption, dans 100% des cas, Sapin oblige, et puis à 100% également, dans un contexte de digitalisation accrue, le risque de cybercriminalité, et en particulier les cyberattaques aux logiciels de rançon. Dans notre précédente étude publiée en 2014, ce facteur de risque cyber n'était évoqué que dans 56% des cas. Outre les risques d'intrusion, ce risque inclut désormais de plus en plus souvent le risque de vol de données à des fins frauduleuses, la réglementation sur les données personnelles ou RGPD étant également passée par là. Selon l'enquête Euler-Hermès que vous avez évoquée au début de notre entretien, en 2020, les intrusions dans les systèmes d'information représentent 32% des tentatives de fraude, les cyberextorsions via ransomware 21%, et les vols ou destructions de données 8%. Donc des risques cyber très importants. Y a-t-il d'autres risques de fraude qui sont plus fréquemment évoqués par les groupes cotés que dans le passé ? Oui, les risques de contrefaçon. 55% des groupes les évoquent et seulement 21% il y a 5 ou 6 ans. Force est donc de constater que les entreprises mettent en place davantage de moyens pour assurer le respect de leur propriété intellectuelle, leurs brevets et licences technologiques par exemple, mais aussi et surtout préserver leur image et leur réputation que la contrefaçon peut notablement abîmer. À l'heure où les enjeux ESG sont prégnants, on peut comprendre que cette considération préoccupe de plus en plus les entreprises, au-delà du seul manque à gagner économique.
Et les tristement célèbres fraudes au président sont-elles toujours aussi fréquentes ? Oui, cette fraude et plus largement les vols et détournements existent toujours. Mais en termes de communication, la fréquence de citation n'a guère varié entre 2015 et 2021. Selon notre étude, ils ne sont commentés dans les URD que par un quart de notre panel en légère progression. A contrario, les tentatives sont toujours aussi nombreuses. Selon le baromètre Euler-Hermès, 47% des cas d'exposition à la fraude en 2020 étaient des fraudes aux faux présidents, mais aussi ses variantes, fraude aux faux fournisseurs, aux faux clients. D'où l'importance des procédures de vérification de l'identité et de l'intégrité des tiers avec lesquels l'entreprise entre en relation d'affaires, voire des procédures d'évaluation de leur programme de protection de leurs propres données et de lutte contre l'usurpation d'identité. En réponse à ces nouveaux défis, qu'ils soient réglementaires ou conjoncturels, les entreprises s'apprêtent à consacrer plus de moyens à la maîtrise de la fraude. Au regard de votre expérience, Stella, quelles sont les bonnes pratiques de gouvernance en matière de dispositifs antifraude ? Eh bien, Hélène, lorsque j'observe la gouvernance des dispositifs antifraude au sein des groupes cotés, comme nous l'avons fait dans notre étude, j'en tire plusieurs enseignements. Le premier, c'est que l'implication de l'instance dirigeante est décisive, tout autant que les lignes budgétaires, même si, on le sait, le budget reste toujours le nerf de la guerre. Cela implique de prévoir au sein de l'organisation quel organe de gouvernance est en charge de superviser le dispositif antifraude. Et là, en plus du traditionnel comité d'audit, toujours majoritaire, d'autres comités spécialisés du Conseil se sont vus confier cette responsabilité. Des comités moins financiers, tels que les comités d'éthique et de compliance, à presque 20% en 2021. Deuxième enseignement, on constate l'émergence de fonctions spécifiquement destinées à gérer le risque de fraude, signe que ce sujet revêt de plus en plus d'importance dans l'environnement de contrôle interne. Enfin, les missions confiées à ces fonctions dédiées à l'antifraude sont relativement étendues et hétérogènes d'un groupe à l'autre, allant de la définition des référentiels de conformité à la cartographie des risques de fraude, la conception du programme antifraude ou la gestion des lignes d'alerte, voire l'investigation des cas suspectés ou avérés. On peut donc dire que la gouvernance des entreprises cotées se structure de plus en plus pour lutter contre la fraude. Quand vous évoquez les programmes antifraude, à quoi pensez-vous ? Je pense d'abord aux campagnes de formation et de sensibilisation qui sont incontournables pour instaurer une culture éthique dans une entreprise. Également au code de conduite qui explicite les comportements attendus et sont très utiles pour préciser les zones grises. Généralement, la tolérance zéro est affichée dans 61% des cas, ce qui est une bonne pratique. Cependant, et on peut s'en étonner, très souvent, l'adhésion individuelle des collaborateurs au code n'est pas requise. C'est pourtant un quick win qui responsabilise les individus. De même, seuls 37% des groupes de notre étude communiquent sur leur politique de sanctions en cas de fraude. Pourtant, une communication claire sur les sanctions, dans le code de conduite par exemple, est efficace à condition, bien entendu, qu'elle soit appliquée. Tout ce que vous venez de nous indiquer fait partie de l'arsenal préventif, mais du côté de la détection, la rumeur est également un moyen efficace depuis longtemps. Où en est-on du whistleblowing ou des dispositifs d'alerte professionnelle en bon français en 2021 ? Oui, la révélation reste le mode privilégié de détection des fraudes. Elle se répartit de manière égale entre les employés et les parties prenantes externes, clients et fournisseurs majoritairement. Depuis notre étude publiée en 2014, les systèmes d'alerte professionnelle, le fameux whistleblowing anglo-saxon, se sont largement développés alors qu'ils n'étaient pas très plébiscités dans les cultures d'entreprise en France. Dans notre nouvelle étude, on observe que la totalité des groupes y ont recours, contre seulement 65% en 2014. On y voit certainement l'impulsion de la loi Sapin II qui le rend obligatoire au titre de l'anticorruption. Et ces systèmes d'alerte professionnelle, c'est là, ils ont de beaux jours devant eux, si je puis dire, avec la directive européenne sur les lanceurs d'alerte qui doit être transposée d'ici le 31 décembre 2021. Oui, étant précisé, Hélène, qu'avec la loi Sapin II de 2016,
la France fut l'un des premiers pays de l'Union européenne à se doter d'un cadre législatif autour des alertes professionnelles. Vous avez raison d'en parler, la transposition renforcera encore la protection des lanceurs d'alerte par rapport au droit français. À ce propos, Hélène, je signalerai à nos auditeurs 3 nouveautés majeures dans cette directive. D'abord, la simplification des canaux de signalement. Jusqu'à présent, la loi privilégiait le canal interne et hiérarchique pour signaler les dysfonctionnements. La directive met sur le même plan canaux internes et externes et laisse le choix aux lanceurs d'alerte de passer ou de ne pas passer par les canaux internes de son entreprise ou de son administration. Il pourra donc porter le signalement directement devant une autorité administrative ou la justice. Deuxième nouveauté majeure, le renforcement des mesures de protection. Par exemple, le lanceur d'alerte pourra signaler des faits qui lui ont été rapportés par une tierce personne. La directive crée aussi un statut de facilitateur d'alerte. Qu'il s'agisse de syndicats, d'ONG, de journalistes, ils bénéficieront des mêmes mesures de protection. L'enjeu est aussi d'améliorer la culture de l'alerte, assez peu développée dans notre pays. Enfin, troisième nouveauté importante, la dissuasion de toute entrave au fonctionnement du dispositif d'alerte via des sanctions. La directive élargit le champ des représailles contre lesquelles les divulgateurs sont protégés, ostracisme, modification des horaires de travail, atteinte à la réputation, etc. Et un nouveau délit de représailles est créé, puni de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Dans un tout autre domaine, en ces temps où les nouvelles technologies sont omniprésentes dans nos vies, quelle est la place de l'intelligence artificielle et de l'analyse de données dans la lutte contre la fraude ? Aussi surprenant que cela paraisse, Hélène, selon notre étude toujours, seulement 13% des groupes du CAC 40 indiquent avoir recours à des méthodes de détection basées sur l'analyse de données ou l'intelligence artificielle. Cette tendance est confirmée par l'ACFE, l'Association of Certified Fraud Examiners, dans une enquête dont elle a publié quelques résultats préliminaires. Seuls 17% des répondants ont déclaré avoir recours à l'IA et au machine learning dans leur dispositif antifraude. Le principal frein au déploiement de ces solutions est le manque de personnel ou de compétences internes. Ce sera assurément le défi des prochaines années. La CFE note également que 43% des entreprises sondées travaillent à accélérer le recours à l'analyse de données dans leur dispositif antifraude. Et 60% d'entre elles prévoient d'augmenter le budget IT dédié à la gestion du risque de fraude à court terme. L'intention, vous l'aurez compris, est de mettre les bouchées doubles dans ce domaine. Ce sera ma dernière question. Dans un contexte d'exposition au risque de fraude qui va rester élevé, malheureusement, en 2022, quelles sont vos recommandations pour progresser dans cette lutte contre la fraude ? Mon premier conseil est de ne pas oublier les fondamentaux. Réaliser des diagnostics des processus de trésorerie et auditer les systèmes informatiques clés et périphériques sont de très bonnes pratiques. Toutefois, ce ne sera pas suffisant. On sait que la protection contre la fraude se situe en amont, au niveau des opérations. Il faut donc veiller à maintenir ou à restaurer les basiques, comme une bonne séparation des tâches, et ce, en dépit des transformations des modes opératoires. Mon deuxième conseil est de favoriser la collaboration entre les différents acteurs du contrôle interne et de la conformité dans les entreprises. Opérationnel, contrôle interne, audit interne, mais aussi les fonctions qualité ou sécurité, tous travaillent à rendre l'environnement de contrôle plus mature. Troisièmement, la lutte contre la fraude s'inscrit dans un écosystème et ne s'arrête pas aux bornes de l'entreprise. Réaliser des évaluations des tiers avec ce prisme anti-fraude me paraît de plus en plus indispensable. Enfin, dans les organisations les plus matures, je préconise de se doter de ressources et de talents pour recourir plus intensément à l'analyse de données. La diversification des fraudes, la volumétrie croissante et l'augmentation des transactions instantanées rendent les traitements manuels de moins en moins efficaces. Le challenge est de basculer de stratégies de détection réactive de fraudes connues vers une détection proactive de menaces encore inconnues. C'est tout l'enjeu technologique de la réponse à la fraude. Stella Vitchenian, un grand merci à vous pour ce tour d'horizon très complet. Et pour aller plus loin sur ce sujet, vous pouvez aussi consulter l'étude KPMG dont nous avons longuement parlé au cours de cet entretien, une étude qui s'intitule « Risque de fraude, communication,
gouvernance et dispositifs de gestion. Vous la retrouverez dans notre application Radio KPMG, une application gratuite téléchargeable dans l'App Store ou Google Play. Cette émission est maintenant terminée. Notre prochaine matinale sera diffusée le mardi 4 janvier 2022. D'ici là, portez-vous bien et au nom de Radio KPMG, je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes de fin d'année. À l'année prochaine. Les matinales de KPMG.